Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et dans ce balado, on jase de paternité sous tous ses angles, y compris les côtés moins fun. Parce que oui, des fois, les défis sont plus grands que prévu. Aujourd'hui, je rencontre François Arsenault-Hubert, père de 2 enfants, dont un enfant aux besoins intenses. Avec un baby, on apprend rapidement que c'est pas suffisant d'avoir l'idée qu'on aime nos enfants, t'sais. Encore faut-il savoir comment les aimer. Être parent, c'est la plus belle chose au monde. Point. Oui, on pourrait arrêter là, mais il manque des petits détails, par exemple, comme un astérisque avec des petits caractères en bas qui dit qu'être parent, c'est aussi la principale cause d'un paquet de nos problèmes dans la vie. C'est pas toujours rose, c'est challengeant à chaque jour et c'est pas évident de garder son calme. Surtout quand on ajoute des défis supplémentaires. On a plein de thèmes intéressants en vue aujourd'hui avec François, qui est père de 2 enfants, Charles, 5 ans, et Samuel, 2 ans. Bonjour François. Bonjour Louis-Simon. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir raconter ton histoire de père Ça me fait plaisir. À notre micro. Et d'ailleurs, je vais commencer par le contexte. François, tu as un historique dans notre équipe de Naître et Grandir parce que après l'écoute d'un épisode de notre balado, tu étais fâché. Tu avais pris ton clavier dès les premiers épisodes et tu nous as écrit un courriel parce que tu n'avais pas aimé un segment particulier d'un épisode. Te rappelles-tu lequel et qu'est-ce qui t'a fâché là-dedans? Ouais, c'est un papa qui disait, c'est un cliché, là, mais dans le fond, c'est un vrai cliché, là, que ce qui compte, c'est que nos enfants, on les aime. T'sais, ils vont le savoir si on les aime. Ouais. T'as-tu essayé d'avoir un baby, hein? Un bébé aux besoins intenses? Avec un baby, on apprend rapidement que c'est pas suffisant d'avoir l'idée qu'on aime nos enfants, t'sais. Encore faut-il savoir comment les aimer. Comment prendre soin d'eux tout en étant capable de se garder une petite marge de manœuvre pour prendre soin de soi-même. Parce que ils vont venir te chercher. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas exactement, qu'est-ce qu'un baby? C'est un bébé aux besoins intenses? Ouais. Puis là, il faut se comprendre, là, tous les bébés ont des besoins intenses. Ouais. Et tous les bébés dépendent de leurs parents. Et en fait, des adultes qui sont autour d'eux pour répondre à leurs besoins. Un bébé aux besoins intenses, c'est un bébé exponentiel. C'est un bébé qui dort moins longtemps que les autres. C'est un bébé qui prend plus de temps à allaiter que les autres. C'est un bébé qui est facilement en pleurs parce qu'il a chaud, parce qu'il a froid, parce qu'il a mal au ventre. Souvent, ça peut être associé au fait d'avoir du reflux gastro-œsophagien, mais ça, c'est un besoin intense. Mais ça, tu l'as appris avec le temps? Ah oui, sur le tas. Et avec le temps, effectivement, on n'a pas su, dès qu'il est né, qu'il faisait du reflux gastro-œsophagien. C'est juste venu plus tard, quand on s'est mis à creuser, parce qu'à un moment donné, on se disait « Mais ça n'a pas d'allure, ce qu'on vit. Ça n'a pas d'allure. C'est pas ce que les autres parents autour de nous disent. » François, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais savoir, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Je suppose que oui. C'est-à-dire, pour moi, c'était comme naturel, l'idée d'avoir des enfants, mais ça n'a pas été la grosse planification puis l'objectif de vie central. C'était quelque chose qui allait arriver avec la bonne personne à un moment donné, quand on serait pas vraiment prêt parce qu'on n'est jamais prêt, mais qu'on se dirait, bof, on est aussi prêt qu'on peut être, alors allons-y. Puis ça deviendra que pourra. Je m'imaginais comme un père, je pensais beaucoup à la discipline puis au fait de mettre mes limites, parce que pour moi, c'est quelque chose de pas facile. Dans ma vie, là, depuis que je suis tout petit, mettre mes limites, c'est pas facile. Puis je suis enseignant aussi. Alors, je m'imaginais comme père, exactement comme je voulais être enseignant, comme j'essaie d'être enseignant, c'est-à-dire une main de fer dans un gant de velours. OK. Tu sais, je me laisse pas marcher sur les pieds, mais très civilisé. Puis de mettre mes limites d'une façon qui est respectueuse, mais ferme. Donc, c'est comme ça que je m'imaginais comme père être capable, avec mon enfant, tu sais, de dire, bien, il y a des choses qui se font d'une certaine manière, puis d'être capable d'obtenir du respect, puis de montrer à l'enfant, justement, comment que lui peut obtenir du respect et comment respecter les autres. Fait que ça, c'était un des aspects.
C'est l'aspect qui a vraiment moins bien fonctionné. Puis l'autre aspect, je me suis toujours vu un peu comme un papa qui garde en lui la part d'enfant. Ah oui. J'ai gardé mon enfant intérieur vivant, puis ça je suis fier, ça marche. Mm-hmm. Fait que tous ces préparatifs-là, pendant que ta conjointe était enceinte, on se prépare. Étais-tu nerveux avant que ça arrive, là? Dans les mois qui précèdent, j'ai eu un peu ce sentiment-là que l'abysse se rapprochait. C'était comme pas tout à fait clair là, exactement qu'est-ce qui allait arriver, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait au bout du 9e mois puis que c'était un point de non-retour. Et comment ça s'est passé, ce fameux accouchement? Ben, ça a vraiment été le point de non-retour avec Charles parce que ça n'a pas été un accouchement facile. Ça a été un accouchement naturel. L'équipe de soins n'en revenait pas à l'hôpital, mais tu sais, ça a pris 25 heures. OK. C'était 25 heures d'intensité. Ma blonde perdait connaissance entre les contractions. Ce qui fait que finalement, en blague, elle dit ah, mais c'était moins pire pour moi que pour toi parce que moi, je me rendais pas compte de ce qui se passait puis toi, tu me voyais. Et moi, effectivement, je paniquais à chaque fois qu'elle perdait connaissance. C'est terrible de dire ça, mais effectivement, comment tu te sentais, toi, pendant cette période-là? Absolument, absolument fébrile. Puis fatigué, puis complètement à fleur de peau. Je sais qu'à un moment donné, j'ai une belle-sœur qui est venue, puis j'ai braillé dans ses bras parce que j'en pouvais plus de voir ma blonde souffrir, tu sais, pendant l'accouchement. Et finalement, ça s'est fait au bout de 25 heures? Au bout de 25 heures, ça s'est fait. Un petit bonhomme qui est sorti en hurlant, puis qui a hurlé pendant la première demi-heure au complet sans arrêt. Mais c'est une demi-heure, donc vous avez su en partant que ça serait peut-être intense. On n'a pas eu la puce à l'oreille tout de suite. On a eu la puce à l'oreille 3 heures plus tard. OK. Quand on ne savait pas du tout quoi faire avec notre bébé, puis on l'a dit à l'infirmière, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, notre bébé, qu'on ramène à notre chambre? Puis elle a dit, c'est vous les parents, vous faites ce que vous voulez. Ah, d'accord. Mais encore. Puis elle nous a emmailloté, Charles, donc professionnellement, là, un emmaillotage d'infirmière spécialisé là-dedans. Puis 5 minutes après, dans sa petite bassine, Charles, il se met à gigoter. Puis là, il bouge. Puis son bras, il sort comme un ressort. Bang! Puis avec le mouvement du bras qui sort de l'emmaillotage, ça lui permet de se tourner. Il s'accroche sur le côté de la bassinette, puis il reste accroché là, puis il se rendort. Mais là, il est rendu sur le côté parce qu'il n'aimait pas ça, être sur le dos. Charles, 3 heures de vie extra-utérine, s'affirme déjà. Oh, c'est assez rapide, là. Oui. Et c'était juste le début ou ça a été juste cette journée-là? C'était juste le début. OK. C'était juste le début. Quand est-ce que vous avez compris que ce serait intense pas mal souvent? Quand, à peu près à... Je ne sais plus exactement si c'était 1 semaine ou 1 mois. Il y a une infirmière qui faisait des massages pour les bébés, un massage calmant là, qui se fait dans le bain. Puis là, parce qu'on avait besoin de répit là, déjà. Là. On ne dormait pas la nuit. L'allaitement, c'était 1h30 d'allaitement, 1h30 de repos, 1h30 d'allaitement, 1h30 de repos. Puis donc, on invite cette infirmière-là à venir chez nous. Puis elle donne le bain. Puis au bout de 10 minutes, elle dit ça marche pas. Ça calme. Le bébé n'est pas calme. Je peux pas y donner le bain. Ça donne rien. Fait que ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Puis après ça, l'allaitement était tellement difficile. Les nuits se confondaient tellement dans les journées. J'ai tellement eu des moments où j'ai rencontré les pires parties de moi-même. Tu sais, la fameuse blague, on peut-tu le renvoyer au magasin? Là? En plein milieu de la nuit. Là. Fait qu'on a commencé à lire sur le sujet, puis on est tombé sur les écrits de la famille des Sears, les baby books. On est tombé sur le Fossey Baby Book. En fait, je suis tombé sur un blog qui parlait du Fossey Baby Book. Puis là, on a fait « Ah ouais, c'est ça qui nous arrive. Notre enfant, c'est un baby. Un bébé aux besoins intenses. » Mais ça doit faire du bien au moins de voir premièrement un terme. Ouais. Oui, parce qu'on voyait que dans ce qu'on lisait, il y avait du monde qui nous comprenait. Ça fait du bien, ça. Parce que les gens autour de nous comprenaient pas. Oh. Mais là, vous aviez au moins ce terme-là, puis au moins une piste de... Peut-être pas de solution tout de suite, mais au moins de compréhension. Une piste de compréhension. Qui venait avec une piste de solution simple. C'est investis la relation avec ton enfant. Considère que ton enfant, il a des besoins, puis que toi, tu fais ce que tu peux pour y répondre. Même tout petit, là. Même tout petit, là, dès le départ. Là. Ton enfant, quand il pleure, il te dit quelque chose. Il n'est pas en train de te manipuler. Il n'est pas en train d'essayer de te pourrir la vie. C'est qu'il a besoin de quelque chose. C'est bon de se faire rappeler des fois. Ouais. Mais là, comment tu vivais ça, toi, puis ta conjointe? Là? Parce que
faut se rappeler qu'on dort pas beaucoup pendant cette période-là. Non, puis on dort encore moins quand c'est un baby. Concrètement, qu'est-ce que c'était, mettons, une nuit ou une journée, là? La nuit, c'est un combat. Je savais que j'allais me coucher puis que j'allais me faire réveiller, tu sais, plusieurs fois. Puis il fallait que je reste réveillé pour soutenir ma femme qui essayait d'allaiter. Tu sais, des fois, juste le prendre parce qu'elle, fallait qu'elle se repose un peu parce que ça n'avait pas d'allure. Fait que c'est ça, la nuit, c'était un combat. Puis le jour, ben, la suite, quand t'es mal reposé. Fait que c'était pas agréable. Puis là, tu sais, 5 ans plus tard, ben là, on a un enfant qui a 2 ans, qui fait toujours pas vraiment ses nuits. Fait que ça fait 5 ans que mes nuits sont assez entrecoupées. Puis que je le vois toujours, c'est ça. C'est moins pire, là, mais c'est toujours comme... Faut que je me prépare pour la nuit, tu sais. Puis ça, c'est difficile de se préparer avant d'être parent à ces moments-là, surtout dans votre cas. Aucune idée. Aucune idée. C'est pas facile de pas dormir. Ça a changé un peu ton caractère, ta personnalité? Ben ça a révélé mon caractère, ma personnalité. Ma blonde pensait que j'étais le gars, tu sais, le plus patient, puis compréhensif, puis tout. Puis elle a soudainement découvert que j'étais grognon, colérique, irascible. Mais ça devait pas être toi non plus, en vrai. Ben moi, je me reconnais pas. Ah, c'est ça. Encore aujourd'hui. Un homme ne se connaît pas tant qu'il n'a pas dormi pendant trop longtemps. Voilà. Mais à un moment donné, avec tous ces pistes de compréhension, en sachant maintenant que c'était un baby, vous avez un petit peu d'aide? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour améliorer un peu la situation? Bien, tu sais, ça s'améliore, c'est sûr, parce que on se connaît, on apprend à se connaître. Puis, Charles, je le dirai toujours, pour moi, c'est une source d'enseignement infini. C'est une co-naissance. Charles m'a mis autant au monde que ma blonde l'a mis au monde. Donc, tu sais, je pensais avoir de la patience. Ben, c'était juste c'était parce que c'était facile. Tout était facile jusque-là. Là, aujourd'hui, je pense que je peux dire que, bien que je m'emporte plus souvent que je pensais que c'était possible, j'ai développé ma patience, j'ai développé ma capacité d'écoute. Puis c'est vraiment ça qui aide de mon côté. C'est ce que j'ai appris à faire avec Charles. Mais ce qui aide aussi, c'est le fait qu'il grandit. Ouais. C'est sûr que il grandit, il mature, lui aussi, il apprend des choses. Puis c'est quand même le bout qui est fantastique, tu sais, avec Samuel. Là, Charles, on a tellement travaillé fort sur dire quand les choses nous dérangent. Je veux dire, moi aussi, là, dans le fond, je lui donne l'exemple de la personne qui est en train d'apprendre à dire que les choses dérangent, puis le dire avant de réagir de manière non civilisée ou exagérée, puis de chercher des solutions aussi. Quand quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, c'est pas nécessairement de la faute de l'autre personne, c'est peut-être qu'il lui manque de l'information, c'est peut-être qu'il n'a pas pris en compte mes paramètres, donc je peux dire c'est quoi mes paramètres. Fait que Charles, il fait de la résolution de problèmes aussi, avec son petit frère de 2 ans, tu sais. On les entend des fois dire « Ah ben là, Samuel, on va chercher une solution. » Puis ça nous émeut là, en tant que parents. Là. C'est quelque chose qu'il a déjà entendu. Ben on se dit, on doit faire quelque chose de correct quelque part. Mais c'est fascinant quand même parce que ça n'a pas été facile. Et tu l'as dit, ça fait partie un peu de pourquoi tu étais fâché d'entendre qu'il suffit de les aimer. Oui. Mais concrètement, il faut se lever la nuit, puis il ne faut pas dormir, puis il faut savoir comment ça fonctionne, établir une relation. Ouais. Et malgré toute cette difficulté-là, vous en avez fait un deuxième. Ouais. Comment est venue la réflexion? C'est de la mémoire sélective? Est-ce que vous... il y a une partie de mémoire sélective, c'est clair. On a choisi d'avoir un deuxième enfant au moment où ça allait mieux avec Charles la nuit. Au moment où ça se plaçait. Là. Comme le sevrage aidant, puis tout. Puis on se disait, on a passé à travers les 2 premières années. Hein, qu'est-ce qui peut être pire? On découvre qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être pires. Mais il ne faut pas nous le dire d'avance. Non, c'est ça. Mais il y a eu d'autres considérations aussi. Moi, je suis enfant unique. Puis ma conjointe, elle est d'une famille de 3 enfants. Elle est la 3e de 3. Puis on voyait les avantages d'une fratrie. Puis on se disait aussi, justement, tu sais, Charles, cet enfant si vif, qui apprend tellement de choses, on se disait que ce serait un merveilleux grand frère. Puis que ce serait triste qu'il n'ait pas cette occasion-là. Et à bien des égards, on est comblé. Puis à d'autres égards, on s'est magasiné du trouble. Évidemment. Mais ça fait partie de l'aventure. Ouais. Donc, on s'est un peu lancé à tête baissée, sans tout considérer.
une petite dose de naïveté, c'est toujours bon parfois. Mais vous êtes en équipe là-dedans. J'imagine que ça doit aider d'être à deux, de pouvoir partager, évacuer parfois. Oui, oui. Est-ce que ça a changé quelque chose selon toi, là, dans votre couple? Absolument. Oui. Absolument, ça a changé des choses dans notre couple. Parce que c'est ça, avec Charles, il n'y a pas de niaisage. Il faut qu'on ait notre énergie au bon endroit pour être capable de s'occuper de lui. Puis même quand on a toute notre énergie, des fois, c'est pas suffisant. Disons que ce qu'on a appris avec Charles, entre autres, c'est pas compliqué, Charles nous a incité à apprendre la parentalité créative, l'empathie, la communication non violente, parce qu'avec l'éducation ordinaire, on s'en allait dans un mur. Et donc, on réinvestit ça dans notre couple. Et dans le fond, on a aplati des tensions dans notre couple. Tu sais, des conflits larvés que, tant que tu es juste deux jeunes adultes, il n'y a pas vraiment de problème. Mais là, avec des enfants, il y a des choses à régler pour qu'on puisse s'occuper des enfants. Puis, ça nous a permis de travailler là-dessus. Tu as parlé de parentalité créative, de tout ça. As-tu des exemples? Qu'est-ce que vous avez changé comme approche, par exemple? J'ai l'exemple qui me vient directement là, de Geneviève Boucher-Wilson, là, qui est quand l'enfant est un peu débordé par ce qu'il vient de vivre. Tu sais, il revient de la garderie, là, puis on le sent fébrile. Là. Mais là, c'est de travailler sur la connexion avec l'enfant, puis pas aller tout de suite dans la routine, puis d'aller dans quelque chose d'amusant, de se libérer par le jeu. Puis j'ai fait ça souvent avec Charles. On fait des batailles d'oreillers. En fait, on se lance des oreillers. Moi, je suis en bas, lui est en haut dans un lit double. Moi, je lance les oreillers en haut, puis des fois, je les lance directement dans sa face. Puis lui, il prend les oreillers d'en haut, puis il me les envoie en bas. Puis là, il ajoute sa force à la gravité pour les lancer fort sur moi, pour faire des grosses bertas avec les oreillers. Fait que ça permet de délier bien des tensions. Puis pas juste des fois des tensions accumulées au cours de la journée, mais aussi des fois vraiment on est dans une situation là où on sent, là, ça s'en vient en épingle, là, ça s'en vient en conflit. Là, puis là, je le dis, là, genre, je vois rouge. Là. Puis là, j'ai le choix, là, c'est de péter ma coche ou de sortir. Mais il y a des fois où c'est Charles qui va dire « Papa, on va aller lancer les oreillers. » Je fais « OK, go, on y va. » Mais c'est vrai que ça fait du bien. Oui. Oui, ça fait du bien. Et pourtant, c'est dans aucun guide parental. Faites une bataille d'oreillers. Mais ça me fait penser... c'est dans celui de Geneviève Boucher-Wilson. Ah, tu vois. Voilà. Une des idées de la parentalité créative, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il y a à chacun de trouver sa façon de faire. Mais tu as dit qu'il faut s'adapter justement envers les enfants, mais il faut s'adapter aussi ensemble comme parents. Oui. Vous autres, quel était l'équivalent de votre bataille d'oreiller, mettons, en couple? C'est d'aller chercher de l'aide, d'avoir des ressources. Tu parlais de livres que tu as lus, mais après ça? Oui. Wow. On a consulté en thérapie de couple. Puis ça avait à voir avec mettre des limites de mon côté. Puis exprimer des frustrations, beaucoup, du côté de ma conjointe. Exprimer des frustrations de façon à ce que moi, je puisse recevoir ça comme un appel à l'aide et pas comme un blâme. Mais c'est ça. Moi aussi, de mon côté, j'avais facile de prendre tout comme un blâme. Je comprends. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé tous les deux. Puis, des fois, on va se poser la question, puis on va se le dire de manière préemptive. Là, comme, OK, ce que je te dis, c'est pas un blâme, mais je veux exprimer quelque chose, tu sais, puis c'est pas de ta faute, mais j'aimerais ça que tu l'écoutes. J'aimerais ça que tu l'entendes. J'ai besoin que tu m'entendes. Je comprends très bien ce que tu dis. Ça a l'air simple comme ça, mais en ajoutant la fatigue en plus et chacun ses combats dans le couple, des fois, effectivement, il peut y avoir un petit problème de communication. Oui. Il y a déjà un président américain qui avait dit « It's the economy stupid ». Puis, dans le couple, c'est la communication stupide. C'est ça. Mais il y a quand même de beaux moments, tu l'as dit, des apprentissages pour chacun. Toi, tu es devenu père, tu as appris beaucoup de choses. Y a-t-il des moments où tu te sens bien, tu te sens sur ton X de père? Oui. Charles et moi, on marchait, on était en train de revenir à la maison, on avait une brouette. Puis Charles voulait guider la brouette. Puis il avait tendance à foncer dans les clôtures. On était sur le trottoir de gauche, il fonçait dans les clôtures à gauche, sur le bord du trottoir. Puis donc j'ai voulu l'aider. Puis là, il dit « Papa, je veux pas que tu touches la brouette. » Je dis « Mais Charles, je voulais vraiment juste t'aider. » Je voyais que ça fonçait dans les clôtures. Tu sais, je te laisse le contrôle principal, mais j'aide un peu. Il dit « Non, papa, je veux vraiment faire tout seul la brouette. » Le besoin d'autonomie, hein, c'est important le besoin d'autonomie. Advienne que pourra, je veux dire, c'est quoi le pire? Il joue avec la brouette, il s'amuse. OK, je laisse Charles partir avec la brouette. Notre rue est juste un tout petit peu en pente.
Fait que là, il commence à prendre la vitesse, puis il est devant la brouette. À un moment donné, il perd le contrôle, puis la brouette lui fonce dedans, voire même lui roule sur la jambe. Il se relève en criant, puis en peur, mais la première chose qu'il dit, c'est « Papa, t'aurais dû arrêter la brouette! » Mais il voulait le faire tout seul. Mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Puis j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu répondre « Ben Charles, tu voulais faire la brouette tout seul, qui sème le vent récolte la tempête, ou je sais pas quoi, là. » Mais c'est pas ça que j'ai fait, parce que je savais que c'était pas ça dont il avait besoin à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai dit « Ah ouais, t'aurais aimé ça que j'arrête la brouette puis que je te protège à ce moment-là. » Fait que déjà là, j'étais fier de ce que j'avais fait. J'avais validé ce qu'il avait vécu. Charles se retourne vers moi. Il y a quelque chose, il y a une tension dans le corps qui serre les poings et il me fonce dessus. Il me fonce dessus. Puis c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé des scénarios où Charles me fonce dessus comme ça. Puis ce qui suit, c'est qu'il va me frapper. Tu sais? Il va me foncer dedans, il va me frapper, il va me faire un tackle, comme on dit, quelque chose. Là. Je le vois venir. J'ai pas envie de me faire frapper. Moi, ça vient me chercher très, très fort là, de me faire frapper. Là. Il y a quelque chose là, que je vis mal là-dedans. Mais ce que je fais, j'ai décidé, OK, je vais faire comme le torero. Je me suis reculé. J'ai reculé en gambadant, en sautant. Juste, puis là, Charles était, « Mais papa, reste là, tu sais. » Il était indigné là, que je ne sois pas resté là pour me faire frapper initialement. Mais j'ai continué de reculer. J'ai dit, « Charles, je ne veux pas me faire frapper. » Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui change dans sa voix. Il dit, « Papa, reste là. » Puis je le vois, son attitude change, ses poings se décrispent, il vient vers moi. Puis là, je reste là, puis il vient me faire un câlin. Il a eu le temps de changer d'émotion. Il a eu le temps de changer d'émotion, puis moi, j'ai pas paniqué là-dedans. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une fois où je suis vraiment fier. Mais cette fois-là où je suis vraiment fier, vous pouvez imaginer toutes les fois où j'ai pas été fier de ce que j'ai fait, toutes les fois où, dans le fond, je l'ai appris à la dure, et toutes les fois où, même depuis celle-là, même si j'ai cet exemple-là que, hey, une fois, ça a bien fonctionné, puis plus qu'une fois, là, mais il y en a encore, j'en échappe encore. Oui, mais c'est ça, essai-erreur à un moment donné, hein, pourquoi? C'est de l'apprentissage, puis c'est de l'apprentissage de comportement, Mm-hmm. puis ça, c'est pas facile. Moi, je suis prof. J'enseigne au cégep, j'enseigne la chimie. J'ai toujours eu de la facilité avec n'importe quoi qui était académique. Le prof me le montre une fois, je le refais, ça marche. C'est pas la même chose quand on apprend des comportements de parents. On va réussir une fois, puis on réussira pas la fois d'après. Puis c'est dur sur l'ego. C'est dur sur la confiance en soi. C'est dur sur la culpabilité. Je peux très bien comprendre. À travers ça, il faut se pardonner parce que si on reste dans la culpabilité... Enfin, moi, c'est ça que je vis. Quand je suis préoccupé par la culpabilité, bien, c'est sûr que c'est à ce moment-là que j'ai les comportements que je regrette le plus. Mm-hmm. Ça a servi à tout ça quand même, d'avoir cet apprentissage-là. Dans ce cas-là, toi, tu as compris que Charles était quelqu'un d'impulsif et que si on lui laissait le temps comme de digérer son émotion, elle pourrait changer. Ouais, de reconnaître ce qu'il vit. En fait, il vit les choses tellement fort que quand on reconnaît ce qu'il vit, ça ouvre les vannes. Hein? Tu sais, dans les livres que je lisais sur le sujet, on dit tout le temps, allez, première chose, reconnaissez les émotions de votre enfant, ça va l'aider à les vivre, puis tu sais, ça va aider à dégonfler la balloune, si on veut, là, à apaiser la situation. Puis là, je me retrouvais devant cette situation-là où je reconnais les émotions de mon enfant, puis ça empire, on dirait. Mais c'est pas que ça empire, c'est que ce qu'il vit à l'intérieur de lui est tellement fort que quand il y a quelqu'un qui le reconnaît, ben les vannes s'ouvrent encore plus. Dans le fond, je l'aide, mais la manifestation, de résultat de cette aide-là, c'est pas évident de voir que, oui, je viens de l'aider. Mm-hmm. C'est déroutant. Quand on vit une parentalité qui sort un petit peu de la norme, là, disons-le, avec un enfant en besoin intense, j'imagine que les gens qui comprennent pas par malice, là, mais qui sont peut-être juste pas au courant de tout, ont tendance à donner des conseils un peu tout faits, tu l'as dit tantôt. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues? Ou toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je sais que c'est un piège. C'est vraiment un piège. Ouais, non, parce que tu sais, un conseil non sollicité, c'est un conseil qui sert à rien. Tu as raison. Tout à fait. Je voudrais juste dire à des papas là, qui sont là, puis qui écoutent, puis qui se trouvent tout seuls, puis qui, justement, qu'ils parlent à d'autres parents, puis que les autres parents comprennent pas, puis quand les autres parents donnent des conseils, ça fait juste plus nous fâcher. Je veux parler à ces papas-là. Que être parent, ça se peut que ça soit la chose la plus difficile et la moins immédiatement gratifiante de ta vie. Ça se peut. Oui. Ça se peut. Puis ça se peut aussi
j'ai eu des comportements que je pensais pas que je pourrais avoir, que je regrette, que je ne veux pas répéter. Puis malgré ça, ça m'arrive de les répéter. C'est-à-dire, si je veux continuer, puis si je veux m'améliorer, je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse preuve d'indulgence envers moi-même. Donc, j'invite ces parents-là qui ont besoin d'indulgence parce que c'est pas facile ce qu'ils vivent, à en avoir avec eux-mêmes. C'est une très belle conclusion, puis c'est un bon conseil malgré tout, même s'il est non sollicité. Pour vrai. Là, j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait une photo qui montre comment mon visage y grimace. ça faisait mal à sortir. Ouais. Vous voyez qu'il n'est pas fâché, dans le fond, notre papa fâché. Mais si je reviens à cette fameuse phrase, là, hein, les enfants, c'est facile, il suffit de les aimer. Peut-être un 3 petits points avec là aussi un astérisque qui nous dit oui, mais encore faut-il trouver la façon de les comprendre. Oui. Ça serait ça? Oui, de les comprendre. C'est les miroirs, les enfants, de se comprendre, nous, à travers ça. Comme tu l'as dit, c'est la chose qui nous permet le plus de nous comprendre. C'est comme une université, avoir des enfants là, sur nos réactions, sur comment on fonctionne, comment on ne fonctionne pas, comment nos petits défauts et comment est notre personnalité avec 1h30 de sommeil par nuit. Oui. Ça, c'est un autre apprentissage. Est-ce que tu es un papa heureux? C'est une autre question piège. Ça, c'est une bonne question. Je vais répondre exactement comme mon papa à moi a répondu à son papa à lui. Il a répondu « Heureux puis malheureux, tam'til l'âme ». Ah, c'est excellent, ça. Hein? Les enfants, ça nous rend heureux, mais pas à chaque seconde. Non. Bon, il nous resterait juste à faire une petite bataille d'oreiller, je pense, pour finir ça. Sortir le fou. Sans blague, François, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'être venu nous expliquer tout ça. Évidemment, le papa fâché, c'était comme une caricature. Là. C'est pas vrai, mais ça peut faire réagir des fois parce que... C'est vrai des fois. Oui. Tout n'est pas parfait. Non. Vraiment pas. Merci beaucoup d'être venu... nous en jaser, nous partager ton histoire de père à notre micro. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, pour la famille? L'entrée à l'école. Oh, ça va être un autre bon défi, ça. C'est un autre bon défi. Ouais. Et puis, je dirais juste survivre à la gastro en ce moment. Ah, bonne chance. Merci. Ça aussi, c'est tout un défi. Merci beaucoup, François. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de père.